Imaginez la scène. Enceinte, épuisée, les mains dans l'eau savonneuse, lavant une montagne d'assiettes qui brillent encore des restes d'une fête où elle aurait dû être la reine. Autour d'elle, les rires s'envolent. Les invités commentent les tenues. La maison somptueuse d'Ikoyi reprend son souffle. Et elle, on l'appelle pour essuyer la dernière casserole, replacer la nappe, ramasser les débris d'un honneur dont elle n'a pas été traitée comme l'héroïne. Enceinte et abandonnée, forcée de nettoyer, c'est ainsi que commence l'histoire d'Adaès. Et si vous pensez que c'est une image isolée, restez un instant avec moi. Ce geste simple, répété, sera le fil qui tirera toute sa vie vers quelque chose d'autre. Je vous la présente comme si je la connaissais depuis toujours, non parce que nous étions voisines d'enfance, mais parce que son histoire porte la voix de tant de femmes dont les vies s'annoncent modestes et finissent par révéler une force inattendue. Adaès vient d'Anambra. Sa mère lui a appris à plier les vêtements avec soin, mais aussi à garder les comptes du peu qu'elles avaient. Son père lui a appris à répondre avec respect, même quand le cœur voudrait écraser des mots. Les samedis matins, elle aidait au marché, choisissait la plus belle igname, respirait l'odeur du poisson fumé et des sauces qui mijotent. Toute jeune, elle savait que le travail honore, que la dignité ne dépend pas d'un titre, mais de la manière dont on se tient debout. Rencontrer Emeka avait semblé, au début, une porte ouverte. Il venait d'une famille différente, plus installée, avec des maisons à Ikoyi et des discussions qui parlaient d'investissement plutôt que d'achats au marché. Emeka était doux, un peu réservé, enfant d'une maison où sa mère, maman Nozu, tenait la barre. Pour Adaès, c'était la promesse d'un changement. Un mari, une nouvelle adresse, la possibilité d'offrir autre chose à ses parents. Elle croyait sincèrement que l'amour et la foi allaient rendre tout plus léger. Ils se marièrent, il y eut des sourires, des flatteries. Pour elle, c'était un nouveau départ. La première visite chez la belle famille fut un choc poli, enveloppé de tradition. La maison d'Ikoyi était une ode au marbre et au tissu cher. Un jardin où les palmiers dessinaient des ombres lentes. Des tapis qui semblaient refuser le pas, des odeurs de parfums importés et de cuisine sophistiquée. Elle se souvient de l'écho de ses pas sur les dalles et de la voix de maman Nozu, douce et précise, qui la guida vers la cuisine comme si elle montrait à une apprentie où tenir la louche. On lui souriait, on l'accueillait, mais il y avait une distance. Cette distance aurait dû être un espace de curiosité. Il devint bientôt une zone de travail invisible. Les petites humiliations ont un bruit particulier. Le claquement d'une langue qui juge, le froissement d'une nappe replacée avec mépris, la phrase en passant. « Toi, veille à ce que ce plat soit parfait. » Prononcé assez fort pour que l'assemblée entende la fragilité sous-jacente. On lui réaffectait des tâches qui n'avaient rien à voir avec la place officielle d'une épouse, comme si la signature sur le certificat de mariage effaçait son histoire et ses capacités. Elle passa des matins à repasser des chemises que personne ne lui demandait de repasser, des après-midi à préparer des sauces longues et complexes pour des invités qui ne la regardaient jamais quand elle posait la casserole sur la table. La grossesse n'a fait que rendre tout cela plus cruel. Quand on porte une vie, chaque poids devient plus lourd et chaque mot plus tranchant. On lui disait de rester tranquille, mais quand elle proposait d'aider pour une dépense familiale, elle se heurtait au refus poli mais humiliant. « Ce n'est pas ton affaire, ma fille. » Emeka regardait, les yeux baissés, entre un respect mal habituel et une incapacité à se dresser face à sa mère. Il n'était pas mauvais. Il était surtout prisonnier d'une loyauté tissée depuis l'enfance, d'un besoin de ne pas rompre les routines qui faisaient la maison. Pour Adaès, cela ressemblait à un abandon, pas toujours vocal, souvent silencieux, mais suffisant pour l'écraser jour après jour. Il y eut des moments concrets, précis, qui marquèrent la vie d'Adaès comme des nœuds sur une corde. Une fois, quand son père tomba malade à Anambra, elle demanda à maman Nozu s'il était possible d'envoyer un peu d'argent pour les frais médicaux. La réponse fut une leçon publique. « Tu devrais apprendre à prioriser. Ton foyer est ici. » Elle sentit les regards, entendit les conversations s'inventer autour de son désarroi. À une autre occasion, lors d'une cérémonie où l'on célébrait la naissance d'un autre cousin, on la fit asseoir à la cuisine,
tandis que l'on prenait des photos officielles dans le salon. Elle essuyait une casserole en écoutant les rires étouffés, et la magie joyeuse de la fête semblait ne pas vouloir lui appartenir. Mais les humiliations n'éteignent pas forcément la lumière. Parfois elles l'affinent. Le soir où, dans une chambre au crépuscule, elle sentit pour la première fois la peur se mêler à la douleur d'une complication naissante, elle sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Il y eut une nuit d'hôpital, une complication suivie d'une récupération lente. Le mot « complication », prononcé par le docteur sans sensation d'effroi dramatique, juste la réalité concrète de devoir se reposer plus, de ne pas ignorer le corps qui criait. Cette pause forcée la plaça face à ses priorités. Son ventre, ses enfants à venir, la femme qu'elle devait devenir pour eux. C'est dans cette nuit, entourée de l'odeur antiseptique et des bruits lointains de la ville, qu'une petite voix intérieure prit courage. Elle pria, sans long discours, une prière courte et vraie. « Seigneur, donne-moi la force pour mes enfants. » Pas une demande de revanche, simplement la demande de pouvoir tenir. Pour eux. La prière ne transforma pas la chambre d'hôpital. Elle fit quelque chose de moins spectaculaire et plus précieux. Elle alluma une décision. Adaès décida qu'elle ne serait plus seulement l'ombre qui nettoie. Elle devait apprendre à transformer le travail invisible en quelque chose de visible. Après cet épisode, les choses prirent la forme d'un double mouvement. De l'extérieur, elle conservait ses tâches, elle souriait quand il le fallait, elle gardait la paix pour la famille. De l'intérieur, elle se mit à étudier en cachette. Il y avait une école du soir, pas loin de Victoria Island, où l'on enseignait la gestion, quelques cours de comptabilité de base et des leçons sur la tenue d'une petite entreprise. Elle y alla en silence, souvent après avoir mis l'enfant de la maison au lit, souvent en repliant ses affaires dans un sac qui contenait aussi les restes de la nourriture qu'elle ramenait parfois. Elle prenait des notes sur une table de cuisine, la lumière d'une petite lampe jetant un rond jaune sur ses cahiers. Chioma, son amie de toujours, fut le premier soutien ouvert. Chioma connaissait Adaès depuis leurs heures de marché et comprit sans grand discours. « Tu as ce regard, » lui dit-elle une fois, « celui d'une femme qui refuse de se perdre. » Chioma l'encouragea, partagea des contacts, prêta parfois son toit pour que les cours se terminent sans que la belle famille voie ses allées et venues. Il y avait aussi Madame, une femme d'affaires qui la remarqua un jour lorsqu'Adaès apporta par hasard une de ses sauces lors d'une visite. Madame sentit le talent et la détermination sous la politesse. Elle proposa un poste d'assistante, un travail avec des horaires décents, une paye modeste mais régulière, et surtout, la possibilité d'observer de l'intérieur comment on monte une petite entreprise. À ce stade, la stratégie d'Adaès prit forme, épargnée en silence. Elle ouvrit une petite cagnotte, glissa de côté des billets que personne ne voyait, apprit à faire tenir un budget sur des miettes. Parfois, elle se surprenait à rêver devant une vitrine, imaginant un nom, une enseigne, la fournaise d'une cuisine qui lui appartiendrait. Elle inventait des recettes qui mêlaient les sauces d'Anambra et des touches plus modernes, des plats que les palais d'Ikoyi pourraient apprendre à aimer. Elle appelait cela, en secret, Adaobi gourmet, un petit clin d'œil à la force féminine et à la nourriture qui rassemble. Et elle travailla. Des heures supplémentaires à la photocopieuse chez Madame, des notes prises sur la gestion des commandes, des nuits où elle testait la cuisson du riz jollof en variant le feu et le sel. Parfois, elle repartait tard, le sac à main plus léger d'argent mais chargé d'une promesse silencieuse. La double vie demande une discipline que n'importe quelle vidéo d'inspiration ne peut vraiment montrer. Il faut sourire à l'heure sociale, puis corriger les comptes à la lumière d'une lampe, tandis que la maison semble respirer, indifférente. Les micro-gestes de soutien de Madame furent décisifs. Elle lui offrit une petite formation sur la gestion des stocks, l'introduction aux fournisseurs, le langage de la facturation. Ce n'était pas de la charité, c'était de l'investissement. Madame voyait en Adaès non pas la jeune femme qui avait servi à sa belle famille, mais la capacité organisée d'une entrepreneur en germe. Et puis, il y eut Madame Obi, cette alliée influente qui, à son tour, devint une porte supplémentaire. Madame Obi avait des contacts dans les cercles d'événements de Lagos. Elle appréciait la finesse d'une sauce bien balancée et la manière dont Adaès s'excusait presque de réussir ce qu'elle touchait. Pendant ce temps, la vie à la maison ne ralentissait pas.
Maman Nozu continuait à donner des leçons qui, pour elle, étaient des marques d'ordre et de respect. Il ne faut pas oublier que Maman Nozu n'était pas un monstre. C'était une femme qui avait bâti une assertivité que la société respectait. Une femme considérée, qui voyait le monde à travers l'ordre et l'apparence. Quand elle réprimandait, elle pensait tenir la maison à l'abri du chaos. Mais pour Adaes, ces réprimandes étaient à des clous plantés dans une confiance déjà fragile. Et Emeka, il oscillait. Entre la peur d'affronter sa mère et l'amour pour sa femme, il restait souvent silencieux. Ce silence pesait plus lourd que tout hurlement. Il y eut un jour particulier, un tournant discret, presque imperceptible, mais qui allaudait d'un changement. Adaes avait préparé un petit plat, un échantillon, pour une réunion chez madame. Elle l'avait mis dans une boîte, avec soin, comme si elle confiait un trésor. En rentrant, elle le posa sur la table du salon, et Maman Nozu, par pure curiosité ou par habitude d'examiner ce qui touche la maison, goûta. Elle n'en fit pas un plat, juste un hochement de tête. « C'est bon », dit-elle, et la phrase glissa, simple. Pour Adaes, c'était presque une victoire secrète. L'approbation muette n'effaçait pas les humiliations, mais elle ouvrait une porte. Cette approbation muette se transforma, lentement, en un fait plus lourd, lorsque Madame Obi recommanda timidement Adaes pour un petit service de traiteur lors d'une réception. C'était une commande modeste, mais suffisante pour tester la logistique. Combien de portions, comment maintenir la chaleur, qui emballerait les plats. Adaes bâtit son plan comme on assemble une maison brique par brique. Lister les ingrédients, prévoir les contenants, évaluer les temps de cuisson. Ces économies lui permirent d'acheter ce qu'il fallait pour faire une première livraison propre. Elle la fit sans bruit, sous le couvert d'une course pour la maison, tandis que dans la grande salle d'Ikoyi, l'on félicitait des gens pour la beauté du service. Ce petit succès fut un choc pour elle-même. Elle découvrit qu'elle pouvait organiser, qu'elle pouvait demander et recevoir une paye pour un travail qui, jusque-là, lui avait été imposé gratuitement. Dans la cuisine de la maison de son mari, elle commença à avoir d'autres usages pour ses mains qui avaient à laver des centaines d'assiettes. Elle pouvait créer, composer, vendre. L'idée de transformer l'invisible en visible n'était plus seulement une pensée, c'était une stratégie. Elle nomma, en silence, ce projet « Adaobi Gourmet ». Vous commencez peut-être à pressentir la tension fondamentale. D'un côté, il y a la maison d'Ikoyi et ses codes, de l'autre, un avenir que la grossesse et la vulnérabilité ont obligé Adaes à ébaucher. Le moment où l'on choisit entre l'habitude et la rupture n'est pas toujours théâtral. Il est souvent pragmatique. Un billet glissé dans une boîte cachée, une inscription à un cours du soir, un plat livré discrètement à une réception. Pourtant, ces gestes accumulés dessinent une route. Avant d'aller plus loin, une petite pause entre nous. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez et si vous connaissez une femme comme Adaes. Abonnez-vous si ces histoires de résilience vous parlent. Juste un geste simple pour soutenir des voix qui méritent d'être entendues. Revenons à Adaes. Les premiers pas de son projet furent nourris par des rencontres modestes et des conversations à mi-voix. Elle apprit à négocier avec des fournisseurs qui la regardaient d'abord comme une cliente timide, puis comme une professionnelle qui savait exactement ce qu'il lui fallait. Elle investit dans des contenants, dans un petit chauffe-plat, dans des serviettes qui tiennent la chaleur. Chaque dépense était calculée. Chaque recette était testée jusqu'à ce que la sauce tienne, que le riz garde sa texture, que le sucré et l'épicé trouvent un équilibre. Là encore, la foi était son secret intime, pas un slogan. Quand les nuits devenaient longues et que les doutes revenaient, elle murmurait « Seigneur, laisse juste que je fasse ce que je sais faire. » Ce n'était pas une supplication pour un triomphe rapide, c'était une demande de constance. Elle comprit tôt que la providence n'est pas toujours un éclair spectaculaire, mais souvent une série de pas qui se tiennent, l'un après l'autre. Au début, il y eut des erreurs, évidemment. Une commande mal évaluée, des dons qui ne convainquirent pas, des jours où l'on lui disait non. Mais chaque refus ménageait une leçon. Mieux calibrer les portions, soigner la présentation, apprendre à dire non quand on n'était pas prête. La discipline, dit-on parfois, est la traduction silencieuse d'une foi qui travaille.
Adaès sut s'y tenir. Dans le même temps, la dynamique à la maison évoluait en sourdine. Emeka, témoin des petits succès, et parfois des murmures de reconnaissance pour le plat qu'on avait servi à un événement, commença à regarder sa femme autrement. Ce n'était pas encore une défense publique, mais des questions plus franches, des demandes de conseils sur la gestion des factures familiales. On sentait un déplacement, lent et incertain. Il faut comprendre que rien de tout cela ne vint comme un coup de théâtre. La réussite se tisse, pas se déclare. Mais il y eut une scène humble, qui marqua la première fissure réelle dans le récit dominant. Lors d'une réception où travaillait Adaès sans le savoir de la maison, maman Nozu se trouva à goûter, à saluer la qualité du traiteur qui, ironie du sort, venait de la cuisine qu'on lui avait toujours demandé de tenir propre. On vit sur son visage une surprise contrariée, ce léger déplacement de l'attitude qui dit « Qui aurait cru ?» Pour Adaès, ce fut un moment d'étrange victoire silencieuse. Elle n'avait pas crié victoire. Elle avait continué d'ajuster ses recettes, d'économiser, de parler doucement à son ventre. « Tu verras, nous aurons notre place. » Les enfants à naître étaient déjà une raison plus solide que la colère pour se lever le matin. Ils lui donnaient ce moteur tranquille qui transforme la rage en plan, la douleur en organisation. Elle aspirait non pas à la revanche, mais à l'inclusion. Que ses efforts soient reconnus, que ses enfants ne subissent pas l'humiliation qu'elle avait connue. Et puis vint le jour où elle prit la décision la plus effrayante, demander à Emeka de l'aider, non pour la défendre contre sa mère, mais pour se donner une place dans la maison qui corresponde à son nouveau rôle. C'était une requête simple en apparence, mais lourde d'implicite. Elle demandait reconnaissance, elle demandait partage des responsabilités, elle demandait qu'on embrasse l'idée qu'une épouse puisse être aussi une chef d'entreprise. Emeka parut heurté, pas par son ambition, mais par l'idée qu'il devait rompre les schémas familiaux. Il hésita. On sentit cette hésitation comme une pliure dans une feuille. Elle sut qu'il n'abandonnerait pas ses racines facilement. À ce moment précis, le plan d'Adaès bifurqua et devint plus audacieux. Elle accepta un poste d'assistante chez Madame et commença à structurer Adaobi Gourmet comme un vrai projet. Mais elle garda tout secret de maman Nozu. Parfois la vérité est un luxe que l'on ne peut pas s'offrir au début. Elle demanda donc à Kiyoma et à Madame Obi de l'aider à garder le rythme, à tenir le secret un peu plus longtemps. Elles répondirent présentes. Elles savaient, chacune à leur manière, que de petits soutiens peuvent produire des révolutions discrètes. Le soir où elle signa symboliquement le premier bon de commande pour Adaobi Gourmet, elle sentit un mélange d'excitation et de peur. Ce n'était pas la fin de la peur, c'était le moment où la peur devint un compagnon connu. Elle plaça la facture dans un tiroir caché, ferma le tiroir et s'autorisa un sourire bref. Ce sourire ne déplaçait pas les montagnes, mais il était l'acte le plus authentique qu'elle eût fait depuis longtemps. Et pourtant, la maison d'Ikoyi restait la même pour la plupart des habitants. Les invités continuaient d'arriver, les conversations se déroulaient, les nappes se repassaient. La grande différence fut que, désormais, sous ses gestes, quelqu'un faisait des comptes, faisait des listes, mettait de l'argent de côté. Cette double vie n'était pas un mensonge. C'était une tactique. C'est au milieu de cette tension, à la croisée entre le service imposé et la volonté de créer, que l'histoire d'Adaès prend un tournant qui ne se voit pas encore entièrement. Elle allait bientôt être confrontée à des choix qui mettraient à l'épreuve sa foi, sa stratégie et les liens avec ceux qui l'entourent. Des visages qu'elle croyait immuables allaient bouger, non par fureur, mais par l'effet cumulatif de petites vérités. La nuit qui suivit la signature du premier contrat, elle resta éveillée un long moment. La maison dormait à peu près. Le silence était ponctué seulement par le souffle régulier d'un ventilateur et, au loin, le bruit feutré des voitures sur la route d'Ikoyi. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin et regarda la lune se refléter sur les palmiers. Elle posa une main sur son ventre, comme pour sceller un pacte avec les vies qui, demain, porteraient à son nom sans qu'on sache encore comment. Elle murmura, comme on dit une prière qui n'exige pas de miracle spectaculaire. « Seigneur, fais que ce que je commence serve à nourrir, à élargir, à réparer ce qui a été minime chez nous. » Et puis elle s'endormit,
partagée entre l'espoir et l'appréhension, sachant que le plus dur n'était pas de commencer, mais de durer. Le lendemain, Adaès devait prendre une décision pratique qui éloignerait le secret de la cuisine et le rapprocherait d'une exposition qu'elle n'avait pas prévue. Elle prit son sac, vérifia que les contenants étaient bien scellés et se dirigea vers la porte. C'est là, à ce seuil, que quelque chose d'inattendu allait se produire. Une parole, un regard, un événement qui viendrait bousculer l'équilibre fragile qu'elle avait construit. À ce seuil, la brise d'Ikoyi apporta un parfum de jardin et un murmure de vie ordinaire, assez pour apaiser, pas assez pour dissiper l'inquiétude. Adaès referma la porte derrière elle, le sac chaud contre la hanche, et sentit tout à coup un poids nouveau. Non pas seulement la peur de se faire découvrir, mais la peur qu'on découvre surtout sa vérité. Elle marcha d'un pas mesuré, prête à passer inaperçue, quand une voix l'arrêta. La voix d'Emeka, plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Il tenait un plateau, au lieu d'être assis comme d'habitude. Il était réveillé, présent différemment. Il ne dit rien d'abord. Il se contenta de la regarder comme si, pour la première fois, il cherchait à comprendre ce qui se jouait derrière ces silences. Puis, sans grand éclat, il posa le plateau, se rapprocha et demanda « Tu vas où, Ada ?» Sa question n'était pas un jugement. C'était une offre, maladroite mais réelle. Elle surprit Adaès parce qu'elle n'attendait pas d'aide, et encore moins une écoute. Elle hésita, puis finit par murmurer la vérité la plus simple. « Je vais livrer un plat. » Emeka parut surpris, puis, et ce geste fut plus dur à regarder que toute humiliation, il sourit, d'une façon timide, presque penaude, comme s'il pressentait combien il avait été absent. « Alors je viens avec toi, » dit-il. La présence d'Emeka à la livraison changea la scène de façon discrète mais définitive. Ils prirent la route. Adaès serrant les boîtes comme si elles contenaient non seulement de la nourriture, mais aussi la preuve d'une volonté grave. La livraison se fit sans incident. La cliente, une organisatrice d'événements de Victoria Island, fut impressionnée par la qualité et la ponctualité. Elle demanda simplement le nom du traiteur. « Adaobi Gourmet », répondit Emeka, sur le ton d'un homme qui aide sa femme à se présenter au monde. Ce petit moment devint une petite rumeur. On raconte plus tard que ce sont ces 3 mots, prononcés par Emeka, qui commencèrent à faire circuler un autre récit dans les salons d'Ikoyi. Non pas celui d'une jeune épouse effacée, mais celui d'une chef qui livrait, qui prenait des commandes et qui réglait des détails avec une économie et une précision qui étonnaient. Les gens aiment une bonne histoire presque autant qu'ils aiment un bon repas. Et bientôt, des commandes vinrent, d'abord timides, puis régulières. La première grande commande officielle arriva par l'intermédiaire de Madame Obi. Elle organisa une réception pour un ancien collègue et voulut un menu qui marierait les sauces d'Anambra à une présentation adaptée au palais plus exigeant. Quand elle sut que la femme derrière la qualité se trouvait dans la maison d'Emeka, elle prit la décision qui allait accélérer les choses. Elle voulut rencontrer cette chef en personne. Ce que Madame Obi ignorait, en revanche, c'était l'effet que sa curiosité allait produire dans la salle à manger d'Ikoyi. Le jour de la réception, Adaès arriva très tôt, les yeux encore un peu fatigués mais déterminés. Elle installa, organisa les plats, supervisa la présentation. Quand les invités goûtèrent, les louanges furent discrètes et mesurées mais régulières. Un murmure parcourut la salle. Qui a fait cela ? Un conseiller pris de gourmandise se leva et demanda au maître d'hôtel qui était le traiteur. Quelqu'un prononça enfin le nom qu'Emeka avait promis. Adaobi Gourmet. Un silence étonné suivit, et puis, comme un rideau qui se déchire, la question parvint aux oreilles de la famille Nosu. Maman Nosu, présente à la réception, se trouva face à un paradoxe qu'elle n'avait pas envisagé. Elle goûta de nouveau, très précisément, comme si elle cherchait un défaut qu'on n'arrêtait pas de lui présenter. Sa surprise se mua en une colère froide. Comment avait-on pu lui servir, dans son propre cercle, la cuisine d'une femme qu'elle avait elle-même reléguée à la cuisine ? Le visage de maman Nosu se renferma. Il n'y eut ni cri ni scène théâtrale, seulement une contraction, un retrait, suivi d'un pas de travers qui trahissait une blessure d'orgueil. Emeka, qui s'était tenu jusqu'alors en retrait, sentit l'injustice élémentaire que vivait sa femme.
Ce qui se passa ensuite fut lent mais décisif. Il se leva, marcha vers sa mère, et avec une voix qui cherchait équilibre entre respect et fermeté, dit « C'est Adaès qui a préparé ces plats. Elle a un nom pour son travail. » Sa façon de dire « son travail » était comme la reconnaissance d'une dignité. Ce n'était pas un discours grandiose, c'était une prise de responsabilité simple, publique et neuve. Maman Nozu eut un geste sec, de ceux des femmes qui n'abandonnent pas l'apparence d'avoir raison. Elle ouvrit la bouche, prête à rappeler les anciennes règles, à replacer chacun à sa place. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Les regards n'étaient plus les mêmes. Certains invités, qui jadis avaient félicité l'ordre et le prestige, comprirent qu'ils avaient assisté à une forme de mise à nu sociale. Emeka, en défendant la femme qu'il avait épousée, rendait visible une vérité que la maison avait voulu ignorer. Ce moment ne déboucha pas sur une rupture spectaculaire, mais il permit à Adaès de se tenir plus droite. Elle ne chercha pas à humilier. Elle accepta la reconnaissance comme on accepte une part de lumière après des jours d'ombre. Pour la première fois, maman Nozu dut faire face à un constat. La jeune femme qu'elle avait rabaissée possédait des compétences que la société, jusque-là, avait refusé de voir parce qu'elles venaient d'elle. La prise de position d'Emeka ne transforma pas immédiatement les habitudes, mais elle posa une nouvelle règle dans la maison. On ne pouvait plus ignorer ce qui rapportait valeur. Avec cette reconnaissance publique, vinrent des commandes plus grandes. Un hall d'hôtel demanda un service pour un déjeuner d'affaires. Une entreprise de technologie voulut tester un buffet d'inspiration nigériane. Adaès, qui avait appris à calibrer portions et coûts, accepta progressivement. Elle embaucha une aide ponctuelle, puis une autre. Elle commença à payer des salaires. Le premier salaire qu'elle remit fut un moment qu'elle garda pour elle, silencieux et sacré. Elle savait, par expérience, combien le geste de donner un revenu pouvait transformer une vie. La maison d'Ikoyi, elle, ne changea pas du jour au lendemain. Les habitudes résistent. Mais des fissures apparaissaient, et dans ces fissures, germaient de nouveaux comportements. Emeka s'efforçait de franchir le pas et de parler à sa mère des comptes, de la répartition des tâches. Monsieur Nozu, intervenant parfois comme la voix de la modération, observa la situation avec plus de distance. Il avait vu, au fil des ans, l'importance du bon sens et de l'équilibre. Un soir, lorsque la tension culmina discrètement, une remarque blessante de maman Nozu qui évoquait les ambitions déplacées d'une épouse, Monsieur Nozu prit la parole. Il choisit le calme plutôt que l'autorité claque. Nous devons respecter le travail, quel qu'il soit. Ce n'est pas le lieu de quelqu'un qui a des mains propres qui décide de la valeur d'un autre. Cette intervention, muette de jugement mais claire dans son implication, fit tomber un voile. Maman Nozu se trouva face à un mari qui reprenait sa place non pas pour la punir, mais pour recadrer. C'était un réajustement de pouvoir sans violence. Il humanisait la situation plutôt qu'il ne l'exposait. Maman Nozu ne devint pas une mère modèle du jour au lendemain. Elle recula, elle ressentit de la honte et de l'amertume. Mais elle fut aussi amenée à contempler la femme qui, auparavant, lui inspirait seulement de l'étranger méprisant. Pendant que la famille changeait lentement, Adaès garda son cap. Elle développa Adaobi Gourmet en structure. Avec l'aide de Madame et de Madame Obi, elle mit en place un système de commandes, des fiches clients, des menus modulables. Elle apprit à déléguer, à former une petite équipe, à tolérer l'erreur et à la corriger. Les défis furent nombreux. Un fournisseur qui manqua de livrer à temps, une commande trop importante mal évaluée, la fatigue d'un bébé qu'elle devait allaiter, et une gestion qui demandait plus qu'elle ne pouvait donner certains jours. Mais elle connaissait la valeur du temps et savait que la construction durable se mesurait en mois et en années plutôt qu'en tribunes éphémères. Il fallut aussi gérer des jalousies. Certaines voisines de la maison Nosu murmuraient que la femme d'Anambra avait usurpé un statut. D'autres, au contraire, vinrent goûter et furent si touchées par la qualité qu'elles devinrent clientes fidèles. Ce réseau, petit à petit, fit office de capital social. Les clients apportaient non seulement de l'argent, mais aussi des recommandations, des invitations, des conseils sur la logistique. Adaès, qui avait appris la comptabilité la nuit, sut faire de chaque petit gain une pierre posée pour consolider les fondations. La grossesse d'Adaès se transforma en maternité. Les premiers mois après la naissance eurent leur lot de fatigue et d'émerveillement.
Le petit Chukimumeka, nom choisi en hommage à la persévérance et à la foi active qui avait porté son avenir, devint le centre domestique autour duquel tout se réorganisa. Les premiers sourires du bébé étaient mots pour elle comme des signes que l'effort valait la peine. Emeka, lentement mais réellement, s'impliqua davantage. Il commençait à prendre en charge certaines dépenses, à voir la gestion du foyer comme un partenariat et non comme un héritage immuable de la tradition. Son amour pour sa femme prit une forme plus active. Il était présent au rendez-vous. Il portait le bébé quand elle devait partir en livraison. Il prit en charge des appels fournisseurs. Sa transformation n'était pas complète, et il trébuchait parfois, mais elle était vraie. Le tournant suivant pour Adaobi Gourmet arriva avec un contrat pour un mariage sur Victoria Island. C'était une commande prestigieuse et anxiogène. Si tout se déroulait bien, la réputation d'Adaes aurait un saut qualitatif. Elle accepta avec prudence, mais décida d'embaucher et de former 2 jeunes femmes d'Anambra qui avaient la passion de la cuisine mais peu d'opportunités. Ce geste était plus que stratégique. C'était une promesse de transmission. Elle leur enseigna non seulement la recette, mais aussi la tenue d'entreprise, la gestion du temps, la valeur d'un client et la discipline financière. Elles devinrent ses premières apprenties. Le mariage se passa bien. Les invités louèrent à la saveur, la tenue et la discrétion. Une note dans un journal local mentionna la qualité du service culinaire. Une brève, mais suffisante pour attirer l'œil d'un organisateur plus vaste. Les commandes affluèrent, non pas comme un torrent aveugle, mais avec une cadence que l'équipe pouvait gérer. Adaes, prudente, continua d'épargner et d'investir en équipement, en formation, en emballage soigné. Chaque centime placé dans l'entreprise devenait un levier pour d'autres. Avec le temps, Adaobi Gourmet prit une forme plus institutionnalisée. Elle s'enregistra, ouvrit un compte professionnel et commença à facturer proprement. Elle engagea une comptable à temps partiel, puis, quand la logistique le permettait, elle créa un petit atelier de préparation où ses apprentis pouvaient travailler loin des regards indiscrets de la maison d'Ikoyi. Ce local devint un espace de dignité. Murs propres, étagères organisées, notes affichées. Pour beaucoup de ses apprentis, ce fut la première fois qu'elles travaillaient dans un endroit qui leur reconnaissait une valeur professionnelle. La réussite n'effaça pas toutes les difficultés familiales. Il y eut des mots durs, des moments de distance, des questions lancées de part et d'autre. Maman Nozu, parfois blessée par la perte d'un statut tranquille, resta sur la défensive. Mais l'addition des gestes concrets, paiement d'école, aide ponctuelle, respect public, finit par faire plier certaines résistances. Monsieur Nozu, dont la sagesse semblait toujours prête à intervenir, prit la main d'Emeka et dit un jour, en privé, « Nous avons tous nos organismes de faute. L'important est d'apprendre à ne pas laisser personne s'effacer, parce que nous préférons l'ordre. » Ces paroles, prononcées en dehors de la scène, permirent à Emeka de mieux s'affirmer. Une scène capitale survint quand l'entreprise familiale Nosu connut une difficulté économique. Sans entrer dans des détails juridiques ou des accusations publiques, disons que certains contrats de la maison échouèrent et que l'orgueil qui avait longtemps couvert les lacunes dut se confronter à la réalité. Monsieur Nozu, en homme de pragmatisme, chercha des solutions. À la surprise de beaucoup, il proposa d'ouvrir des discussions et même de solliciter l'expérience d'Adaes pour réorganiser certains menus et améliorer l'offre lors d'un événement hôtelier. Pour Adaes, l'offre fut à la fois une surprise et un dilemme. Accepter signifierait collaborer avec sa belle famille, travailler avec des personnes qui l'avaient blessé, mais aussi, peut-être, réparer par l'action ce qui avait été abîmé. Elle accepta, non par soumission, mais comme une stratégie. Elle mit la même rigueur qu'elle appliquait à son entreprise. Elle proposa des menus, forma une équipe et fut payée pour son travail. Les articles qui suivirent ne parlèrent pas de revanche, mais de compétence. Peu à peu, les successions d'erreurs et de manques furent de mieux masquées par une organisation plus solide. Maman Nozu, devant l'évidence, dut admettre la contribution d'Adaes. Son refus de l'accueillir se mua en remerciements maladroits à certains moments. C'était une humanisation lente, pas une conversion instantanée. Pendant cette phase,
Adaès ne perdit pas de vue ce qui l'avait motivé dès le début, ses enfants et leur avenir. Elle investit les premiers bénéfices dans l'amélioration du quotidien familial. Une partie servit à payer les soins du père malade à Anambra, une autre à améliorer l'hygiène de la cuisine professionnelle et à donner des repas gratuits ponctuels aux apprentis qui avaient besoin d'aide. Elle constitua aussi une petite bourse pour la scolarité des jeunes filles qu'elle formait, consciente que nourrir un avenir, c'est parfois payer les premières fournitures scolaires. Fort de ces transformations, Adaès entreprit une démarche plus ambitieuse. Elle créa, avec l'appui de Kioma et de Madame Obi, un programme de formation informelle baptisé Adaobi Academy. L'académie n'était pas une école lourde de titres, mais un lieu où l'on apprenait la cuisine, la tenue d'entreprise, la gestion de base, la communication et la confiance en soi. Elles y enseignaient aux jeunes femmes comment transformer une habileté domestique en compétences rémunératrices. Les premiers bénéficiaires furent celles qu'Adaès connaissait, filles de marché, voisines, femmes qui avaient peur de franchir la porte d'un institut formel. Les sessions se faisaient le soir, parfois le samedi, les entrées payables à prix modique ou couvertes par une bourse locale. Certaines femmes vinrent simplement pour apprendre à mieux doser les épices, d'autres cherchaient un moyen de sortir d'une situation de dépendance. Adaès, toujours avec la même main qui avait jadis lavé des assiettes, enseigna aussi l'un des secrets qu'elle tenait pour essentiel: garder des comptes et épargner, même une petite somme chaque semaine. La méthode n'était pas spectaculaire, mais elle développa une confiance économique qui permit à plusieurs de ses élèves d'ouvrir un petit stand au marché ou d'accepter une commande. La force de cette initiative fut dans sa humble constance. Au fil des mois, Adaobi Academy produisit des histoires modestes mais vraies. Une jeune femme qui put payer une première année d'université, une autre qui quitta un travail d'exploitation pour devenir chef de son propre traiteur, une troisième qui apprit à argumenter un prix et, pour la première fois, fut réglée correctement. Ces petites victoires, cumulées, changèrent non seulement des vies individuelles, mais aussi la perception locale du travail féminin. En public, Adaès ne chercha pas la médiatisation. Elle accepta les interviews locales de temps à autre, mais préféra la prudence et la stabilité. Elle savait que la reconnaissance, quand elle était gérée avec humilité, donnait un levier pour faire davantage de bien. Ainsi, lorsqu'un journal fit une courte page sur son initiative, elle utilisa la visibilité pour élargir les places de formation, non pour s'enorgueillir. La spiritualité d'Adaès, sa foi simple, resta son guide discret. Elle priait peu en public, mais souvent en privé. Des prières courtes pour avoir la force de tenir, pour que ses enfants connaissent la dignité du travail, pour demander justesse dans les affaires. Elle avait appris que la prière n'était pas une formule magique, mais un compagnon qui aide à rester lucide et persévérant. Quand des moments de doute survenaient, elle retournait à sa lampe, à ses cahiers, et à la même question: qu'est-ce qui nourrit mes enfants? Qui leur donne une chance? Le moment où la dynamique familiale se réaligna plus clairement arriva progressivement. Emeka devint un partenaire plus actif, non par spectaculaire rébellion contre ses parents, mais par des actes concrets. Il géra parfois la logistique, discutait de budget, s'engageait à payer une partie des salaires ou à chercher des fournisseurs meilleurs. Il ne priva pas sa mère de respect, il la redéfinit dans une relation qui acceptait aussi la valeur du mariage, comme échange et collaboration. Avec le temps, maman Nozu commença à lâcher prise. Les mots de pardon n'éclatèrent pas dans un grand discours public. Les gestes furent plutôt discrets. Elle remit un plat à Adaès en privé, elle évita une remarque blessante quand la jeune chef passa, elle accepta un service de l'académie sans ironie. Si l'on devait décrire sa transformation, ce serait comme une pierre déposée sur un chemin pour stabiliser une route. Ce n'est pas la fin des difficultés, mais l'amorce d'un respect renouvelé. Un jour, M. Nozu invita Adaès et Emeka à s'asseoir avec lui dans le salon. Il parla avec la gravité d'un homme qui avait vu la vie se déployer, et dit: « Il est temps que nous regardions nos réussites sous un autre angle. Le travail honore tout le monde, et personne ne peut se permettre d'oublier ses devoirs humains. » Ces paroles, plus que toutes les autres, firent que la famille prit des décisions plus équilibrées quant à la distribution des tâches et au respect de la dignité de chacun. Adaès, prudente, ne se laissa pas aveugler. Elle accepta une réconciliation partielle. Elle comprit que certaines blessures restaient,
mais que la stabilité et le respect réciproque valaient mieux qu'une revanche. Elle établit des limites claires. Elle ne serait plus traitée comme une employée domestique sans salaire, et ses heures de travail pour la maison seraient reconnues. Emeka, pour sa part, continua de gagner en maturité. Il s'engagea à défendre sa femme publiquement et à assumer une part plus équitable des responsabilités familiales. Ce retour vers un équilibre permit à Adaès de consacrer plus de temps à la formation d'autres femmes et à la consolidation d'Adaobi Gourmet. Elle amplifia la portée de son académie en cherchant de petits partenariats locaux. Une coopérative de marché, une ONG locale qui finançait la micro-entreprise, une école qui acceptait des repas préparés par les apprentis comme stage pratique. Le projet prit une dimension sociale tangible. Il ne s'agissait plus seulement de gagner sa vie, mais d'apprendre à d'autres femmes des voies possibles pour l'émancipation économique. Les retours humains furent ceux qui touchèrent le plus profondément Adaès. Une ancienne apprentie, qui auparavant avait connu l'indignité d'un employeur sans scrupules, revint quelques années plus tard en pleurant, tenant dans ses mains un petit paquet. « Regarde ce que j'ai pu acheter pour mes enfants grâce à toi. » Ce genre de reconnaissance valait mieux que tous les prix. Pour Adaès, ces moments confirmaient que sa décision, celle de transformer la douleur en une stratégie, avait non seulement sauvé sa famille, mais donné à d'autres la même chance. Il faut dire aussi que la vie n'est pas une série de montées linéaires. Adaès connut des nuits où la peur revenait, une commande annulée à la dernière minute, un client qui ne payait pas, une maladie passagère du bébé qui nécessitait vigilance. Mais elle avait maintenant un réseau. Chioma, Madame Obi et d'autres qui, à tour de rôle, tenirent sa main ou lui prêtaient une somme pour traverser un mauvais moment. Ce filet social fut crucial. Il montra que la résilience n'est pas la force solitaire d'une femme, mais la somme de solidarité. Un des gestes qu'Adaès garda le plus en elle fut de n'avoir jamais employé la vengeance. Elle n'arborait pas ses succès comme un châtiment. Elle voulait que sa réussite devienne un exemple et non une arme. C'est peut-être la leçon la plus difficile, car il y avait tant d'occasions de répondre par l'humiliation à l'humiliation. Elle choisit l'efficacité. Rendre visible ce qui était invisible, payer ses apprentis, montrer des modèles vivants. Cette manière de faire porta des fruits que l'amertume n'aurait jamais semés. Les enfants d'Adaès, en grandissant, purent observer ses choix. Chukimumeka, petit garçon curieux, apprit très tôt la valeur du travail honnête et le sens des comptes. Il vit sa mère travailler la nuit, préparer des recettes, tenir un cahier et prier. Pour lui, la figure maternelle fut celle d'une femme qui ne laissait rien tomber, qui transmettait non la rancœur mais l'astuce, la foi appliquée et le sens du devoir. C'était, peut-être, la transformation la plus profonde. Que la douleur originelle d'une mère devienne, pour ses enfants, un héritage de dignité. L'histoire d'Adaès se conclut, en apparence, par une forme de réparation. Elle ne devint pas une héroïne de film. Elle resta une entrepreneure discrète, une mère préoccupée, une femme qui avait appris à transformer le labeur en profession. Mais sa trajectoire eut des effets concrets. Une entreprise viable, une académie qui formait des dizaines de jeunes femmes, une famille où les rôles redevenaient plus équilibrés, et surtout, une société locale un peu plus attentive aux talents invisibles. Permettez-moi maintenant de m'adresser à vous directement, comme je l'ai fait parfois au long du récit. Si vous connaissez une Adaès, une voisine, une collègue, une jeune mère qui travaille en silence, voyez-la. Un mot de reconnaissance, une commande pour son service, une recommandation peuvent suffire à changer le cours des choses. Les petites solidarités produisent des révolutions discrètes. Avant de conclure, élevons une prière simple, comme celle qu'Adaès murmurait la nuit. Seigneur, nous te demandons la force pour ceux qui portent la vie et la dignité en silence. Donne-leur sagesse pour transformer le travail invisible en avenir, et donne à ceux qui tiennent le pouvoir le cœur pour reconnaître et soutenir. Garde nos mains prêtes à aider et nos bouches promptes à louer la valeur du prochain. Si cette histoire vous a touché, faites un geste simple. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'un commencement modeste peut mener à une transformation. Dites à une Adaès dans votre vie qu'elle compte. Et si ces voix de résilience vous parlent,
Abonnez-vous pour soutenir d'autres récits semblables. Une seule action qui peut être, pour quelqu'un, le début d'une reconnaissance durable.